Bonjour, bonjour, me revoici pour la troisième fois sur cette découverte de règles pour Vampire la Mascarade Chapters. Je vais commencer avec le soft, quelque chose de soft. Ici, on voit que commence à se former la coterie, la future coterie, puisque j'ai repeint hier soir deux figurines, à savoir nous avons notre charmante ex-jolie femme Luciana. Luciana. Alors là, il est tôt le matin, il a fallu que je revoie mes éclairages, donc ça va peut-être pas être l'optimum, enfin on va s'en débrouiller. Vous savez que sur la chaîne, la technique n'est pas franchement mon fort et au rendez-vous, mais enfin bon. Et lui, c'est Thomas, Thomas, je ne sais plus. Tu veux pas nous faire une petite mise au point moins crade que ça? Voilà. Alors j'ai décidé de lui faire les poches orange, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Donc on en a combien là? 2, 4 et un 5 de près, et puis bah, les trois autres sont sur la peinture. Alors lui, qui c'est lui? Bah lui, c'est le tout premier standee ennemi que l'on va rencontrer dans le premier prologue qui concerne Arène. Petite chose par rapport à ça, et c'est bien dommage, contrairement à Gloomhaven où les standees ont la taille, une taille correcte, conforme par rapport à la taille des figurines, ici ils ont fait des standees un peu plus petits, je trouve que c'est pas génial. Vous voyez, le petit monsieur là, il est plus petit. On aurait aimé avoir ne serait-ce que 3-4 mm sur la silhouette. Je suppose que c'est une question d'économie et de place sur les planches. C'est dommage. Parce que bon, ça le fait hein, visuellement. J'ai toujours dit que le mélange standees figurine ne me gênait pas. Donc ça va le faire, mais allez, c'est un petit caprice comme ça que je m'autorise pour ce matin. Sinon, ce qui m'agaçait particulièrement, c'était de ne pas avoir trouvé les cartes qui correspondaient au deck de combat de base. Celle-ci là, les cartes combat. Alors les cartes combat, c'est tout bête, mais il y a un deck qui s'intitule personnage, deck de base. Donc je me suis dit, bah bêtement, il suffit de checker toutes les cartes que l'on a dans le deck de base, et elles sont en 4 exemplaires. Ce qui fait que on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Forcément, chaque carte va être attribuée à nos héros. Et c'est le cas. Alors, ce qui m'agaçait, c'était parce que dans la doc, on nous parle de coup de pied bas. Il n'y a pas de carte qui s'appelle coup de pied bas. Ça fait partie des premières erreurs à corriger. C'est simplement la carte balayage. Et on voit qu'il y a le mouvement du coup de pied. Donc oui, forcément, ça va être ça. De même que la dernière carte ici qu'ils appellent tir en plus de taillade. Là, on voit l'image de quelqu'un qui tire alors que la carte s'appelle criblé. C'est bête. C'est vraiment bête, d'autant plus que ça, c'est le genre d'erreur que je pardonne difficilement, dans le sens où c'est vraiment le tout démarrage du jeu. À partir du moment où les concepteurs ont commencé à mettre en forme leur jeu, il y a déjà des termes qui sont apparus. Donc les termes, c'est à reporter immédiatement sur les règles. Comme quand on fait des mémos, quand on change quelque chose par rapport à ce qui se passe sur le plateau, bah sur le mémo, on va le changer tout de suite. Bon. Et d'ailleurs, viens là, petite souris. Vous savez, j'ai changé de PC cet été et j'avais pas vraiment pris le temps de tout bien reconfigurer OBS. Et pour les futurs errata, là, qu'on en parle, j'avais fait des captures d'écran, seulement c'était dégueulasse. Parce que détail de l'errata, voilà, c'est trop petit. Donc même en coupant la page en deux, c'est écrit beaucoup trop petit, c'est ignoble. Et puis je me suis souvenu qu'on pouvait tout bêtement faire des captures
comment on appelle ça? Des captures de fenêtres. Donc si je fais cette capture de fenêtre là, donc via oui, Internet, en allant sur le site de Vampire the Masquerade-chapters.com, chapters.com, on a donc la page qui concerne les errata, ce que j'avais fait en capture d'écran au déballage en fait. Et là, ce sera beaucoup plus confortable pour aller voir un petit peu les changements. Et alors, j'ai quand même regardé hier rapidement par rapport à la page 21 du livre de règles. Ça n'a pas été corrigé. Ils n'y font pas référence ici. Alors oui, je sais que l'on peut aller dans la section FAQ, ou non, c'était dans Errata que j'avais trouvé ça, où l'on peut signaler des erreurs. Voilà, vous avez trouvé une erreur. Et elle n'est pas ici. Alors attention, il y a une chose, en plus de l'Errata, nous avons accès à la FAQ, très important les FAQ, parce que ça peut à mon avis répondre à pas mal de petites questions. Donc ça, tous les jeux en ont, hein. Tous les jeux n'ont pas d'errata, mais des FAQ, tous les jeux en ont. On ne va pas cracher là-dessus. Il y en a pas mal. Donc, ça me paraît bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire sur les groupes francophones sur Facebook, notamment, pour aussi avoir des retours d'informations si vous avez des questions. Tout ça pour dire qu'on n'est quand même pas seul, mais qu'il est toujours dommage d'avoir affaire à des modifications, des errata sur le jeu. Autre chose. Donc, concernant les cartes combat, c'est fait. Ah oui, par rapport à la feuille de personnage de Miss Aren Conway, protéisme bestial dans ces disciplines. Dans les cartes disciplines, il n'y a pas de protéisme bestial, mais ils ont appelé ça protéisme féral. Bon, ça fait partie des petites choses sur lesquelles je suis enclin à passer. C'est pas particulièrement agaçant. Surtout, faut être honnête, surtout si le jeu nous plaît, ça veut dire qu'on va y passer beaucoup de temps. Donc très rapidement, on saura où chercher pour les mises en place, pour les nouveaux decks, les nouvelles parties. Donc ça passe encore. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est quand sur les bouquins d'aventure, les livrets, on doit carrément changer des paragraphes. Là, c'est un petit peu plus problématique. Mais encore une fois, on ne s'affole pas. On verra comment ce sera facilement traitable. Et ben on y va. On va reprendre avec la page. On avait bien avancé hein. Sur la mise en place, ça c'était fait. On avait vu les notions de faveur mineure, les faveurs majeures. Commencer un chapitre, on avait vu, ah oui, le chapitre sur les chasses. C'est-à-dire les petites aventures intermédiaires pour perdre notre soif. Quand notre soif est trop grande et que ça va nous donner trop de pénalités, on peut aller en chasse pour pouvoir diminuer ça. Donc voilà, c'est ce petit livret-là, il est relativement épais. Puis je vous rappelle que ça fonctionne en fonction des quartiers et des niveaux que l'on a atteints dans la campagne. On peut aller dans différents quartiers pour faire différentes rencontres. Et une rencontre ne tient que sur une page recto-verso. Hein. En fait, c'est un principe de petite histoire. Un jet de dés pour l'ensemble des joueurs qui représente la coterie. Et c'est réussi ou c'est pas réussi. Donc ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa à faire. On retourne donc sur choisir un chapitre. On en était là, non? Huile de chapitre, ouais, c'était ça. Choisir un chapitre, on avait fini par les chasses. Alors, c'est parti. Choisir un chapitre parmi les choix proposés dans la conclusion du chapitre précédent. Sauf indication contraire, vous pouvez choisir de jouer un chapitre facultatif
Chemins ancestraux, la tanière, passé obscur, à n'importe quel moment entre les chapitres principaux, dès qu'ils deviennent disponibles au cours de l'histoire principale. Vous pouvez jouer le prologue d'un personnage à partir du moment où il est introduit dans l'histoire principale. Ok. Pour les 8 personnages de base, c'est avant le début du chapitre 1. Pour les personnages d'extension, donc les 4 boîtes supplémentaires, cela sera indiqué comme tel dans le chapitre dans lequel ils sont introduits. D'accord. Ok. Alors ça veut dire qu'on va avoir un système d'embranchement par rapport aux futurs chapitres au fil de l'évolution de la campagne et qu'on ne fera pas forcément les mêmes. Rejouabilité éventuelle. Alors rejouabilité sur des jeux de plateau, avec le recul maintenant je me dis oui, la rejouabilité existe, c'est très bien. Mais est-ce que on est nombreux à recommencer pour choisir d'autres chemins sur du jeu de plateau? Je suis pas sûr. Ça doit être une partie infime des joueurs. Autant sur un jeu vidéo, c'est plus, je sais pas, ça m'a l'air plus cohérent, plus facile à mettre en œuvre. Là, sur un jeu de plateau, c'est une question de volonté déjà, mais il y a tellement de nouveaux jeux par rapport à tout ce que l'on attend que les rejouabilités assurent. Dites-nous si vous faites, vous, beaucoup de rejouabilité sur des gros jeux comme ça en campagne, hein, quand déjà vous avez fait 60 heures de gameplay, que vous passez à un autre jeu, est-ce que vous avez le temps d'y revenir? Alors, commencez un chapitre. Pour préparer un chapitre, ouvrez le livre d'histoire. Ah oui, alors, Arène, tu vas revenir là. Tiens, je vois une carte là, au passage. Famulus Ra. Lié le Famulus, justement. Arène a une carte par rapport à l'animalisme, lié le Famulus, et ça lui débloque Famulus Ra. Donc elle peut invoquer un petit rat. C'est sympa. Et l'effet se termine lorsque le Famulus est vaincu ou à la fin de la séquence de combat. Donc c'est un petit coup de boost avec un familier. Donc pour préparer un chapitre, ouvrez le livre d'histoire à la page correspondant au chapitre dans lequel vous vous trouvez. Lisez l'introduction. Alors, on va y aller. C'est vous. Là, on a les prologues. Voilà, lisez l'introduction. Mince. Ensuite, une fois que vous avez terminé, lisez la section de mise en place. Donc, c'est sur la partie inférieure de la page. OK. Placez tous les éléments indiqués sur votre table de jeu, tuiles, jetons, figurines de PNJ, etc. Enfin, utilisez le livret de chapitre correspondant. Remarque, si vous êtes sur le point de jouer au chapitre 2, prenez le livret du chapitre 2. Oui. Pourquoi cette précision? Je vois pas. Pour moi, c'est une page, un chapitre. Là, on a bien le prologue qui est indiqué. Et puis après, bah là, on a les distinctions chapitres. Donc, ok. Livre d'histoire, page narrative. Chaque chapitre commence par la lecture de l'introduction narrative sur le devant de la page du livret d'histoire. Cette introduction permet de situer où se déroule l'histoire et vous donne un aperçu et un contexte. Vous saurez ainsi ce que vous êtes en train de faire, quel est votre objectif et par où commencer. Le verso de la page, conclusion, ici même, ne doit être lu que si vous réussissez. Elle explique les conséquences des événements qui se sont produits au cours du chapitre ainsi que votre prochaine étape. Alors, juste par curiosité, vous pouvez maintenant, c'est inscrit là, vous pouvez maintenant jouer les autres prologues ou lire l'introduction à la campagne, page 21. Tout s'enchaîne bien.
Exemple, l'introduction du premier chapitre parle de l'enquête antérieure de la coterie sur les disparitions d'autres vampires. Leur objectif est de s'occuper du prêtre du sabbat. La page de garde indique quels PNJ sont présents et lesquels sont des PNJ de dialogue, ainsi que l'endroit où ils doivent être placés sur la tuile. L'image de la tuile indique également où placer les jetons terrain. La conclusion indique les indices que la coterie a découverts et où elle doit se rendre ensuite. Les joueurs peuvent également lire la conclusion narrative du chapitre précédent pour se rafraîchir la mémoire. Nous vous conseillons vivement d'éviter de lire les introductions narratives des chapitres non joués, car cela pourrait gâcher l'histoire et altérer votre expérience tout au long du jeu. Mais qui fait ça? Qui s'amuse à lire à l'avance les introductions des scénarios à venir? Je suis anti-concept là. Remarque, Vampire la Mascarade Chapters est conçu pour être joué plus d'une fois. Alors attention, parce que ça c'est une promesse de dingue, hein. Chaque nouvelle campagne offre une expérience de jeu différente. De plus, de nouveaux chapitres peuvent parfois être débloqués en faisant des choix différents. Cela peut conduire à de nouvelles tactiques de jeu, à de nouvelles options de dialogue et à des événements surprenants. Bon, bah vous voyez, il suffisait d'en parler il y a quoi? Il y a 6 minutes 30 secondes pour que là, il nous incite à rejouer. Je marque un temps de pause parce que je suis toujours... Enfin non, pas toujours, pardon. Depuis quelque temps, j'y vais beaucoup plus précautionneusement hein, avant de s'enflammer. Avant, j'aurais dit, mais ouais, mais c'est trop cool, mais c'est vachement bien. À voir si c'est bien construit. Mais c'est une belle promesse en tout cas. Alors, les tuiles de chapitre. On en a 20 recto verso. Hein. La campagne se déroule dans la ville de Montréal. Vous découvrirez des lieux emblématiques, des refuges intimes et des endroits souterrains. Ils ancreront vos personnages dans l'histoire et offriront des défis de jeu avancés. Toutes les planches sont imprimées sur les deux faces. Chaque planche comportant deux tuiles. Chaque planche comportant deux tuiles. Oui, bah oui, une sur chaque face, d'accord ? Tous les chapitres commencent sur une tuile. Certains peuvent même se dérouler sur plusieurs tuiles. Cela sera indiqué au cours du chapitre. Prenez la tuile correspondante au chapitre que vous vous apprêtez à jouer, indiqué dans la section de mise en place. Exemple, vous êtes sur le point de jouer le deuxième chapitre, une goule à la minoterie. Pour commencer ce chapitre, prenez la tuile numéro 09 de la boîte de jeu, placez-la comme indiqué sur la page d'introduction narrative. Chaque tuile est divisée en plusieurs hexagones. Alors les hexagones sont relativement discrets, ça c'est plaisant. On n'a pas des gros traits sur le terrain. Ces hexagones sont appelés hex. Certains hex ont des bords pleins. Ces bords sont des murs et aucun personnage ne peut les traverser. Elles bloquent également la ligne de vue. D'accord. Alors quand on dit personnage, c'est personnage ou PNJ. Hein. Donc un bord plein ne peut pas être traversé et bloque la ligne de vue. Parfait. Reviens avec nous, petite webcam. S'il te plaît. Voilà. Ok, après on a le descriptif hein, de comment se compose une page d'aventure. Numéro de chapitre et titre. Numéro de chapitre et titre. Alors pas du tout. Ici par exemple, il n'y a pas de numéro. Ouais, ok, d'accord. Là, on a numéro de chapitre. Ça marche. Ça, c'est parce que c'est le prologue en fait. L'introduction narrative, les objectifs, ok. Action, la première action que les joueurs doivent faire au début du chapitre. Alors là, je ne m'attarde pas sur ce que l'on jouera plus tard. Hein. On est encore dans la découverte des règles. Mise en place initiale, ça marche.
Et puis derrière, donc on a vu les récompenses, XP, la conclusion et quels chapitres peuvent être joués. Sous la forme, ça me rappelle énormément Gloomhaven, hein, cette façon de faire. Alors pourquoi je le rapproche plus de Gloomhaven plutôt que de Ciné Tempore par exemple, alors que finalement c'est la même construction. Bah, je sais pas, il y a peut-être quelque chose dans mon cerveau qui dit ouais, c'est plus proche de Gloomhaven, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ok, After. Livret de chapitres. Alors les livrets de chapitres, c'est ça. Chaque chapitre a son propre livret. Il contient tous les dialogues, investigations, événements possibles. Gardez le livret de chapitre à portée de main car vous vous y référerez souvent. Ça me fait penser à ce stade que je me suis dit, ça aurait pu être sympa d'avoir une application pour les chapitres. Ça aurait peut-être pas été déconnant. Alors je sais que certains n'aiment pas l'application, mais là il y a tellement de dialogues, tellement d'interactions possibles, investigations, événements, que sous forme d'appli, ça aurait peut-être été plus sympa. Bon. Alors, les dialogues, entre parenthèses, D. Pour entamer un dialogue, vous devez vous trouver sur un hexagone adjacent à un PNJ. Ok. Auquel vous souhaitez parler. Vous ne pouvez entamer qu'un seul dialogue à la fois. S'il y avait un autre PNJ ici, je peux pas entamer deux conversations. Un petit peu comme dans la vie, quoi. C'est pas correct. Les PNJ disposent d'une option de dialogue, sont indiqués dans la section de configuration de la page narrative. La section configuration de la page narrative, d'accord, donc là-dedans. Ah oui, quand on rencontre quelqu'un à qui on peut parler, c'est indiqué. Ben oui, bien sûr. Lorsque vous commencez un dialogue, reportez-vous au dialogue page DX du PNJ. D pour dialogue, je vous le rappelle. Suivez les instructions pour compléter la séquence de dialogue. Vous trouverez de plus amples informations sur les dialogues à la page 41. Remarque, certains PNJ n'ont pas d'option de dialogue et ne sont donc pas présents dans la section dialogue du livret de chapitre. Ensuite, en interaction, on peut faire des investigations, IN. Lorsque vous commencez une investigation, vous devez vous trouver sur un hexagone adjacent. Les zones d'investigation sont numérotées de 1 à 4. Veillez à vous reporter à la page correspondante dans la section investigation du livret. Vous trouverez de plus amples informations, page 42. Les zones d'investigation peuvent être explorées dans n'importe quel ordre. Les joueurs ne sont pas obligés de commencer par la première. Ah oui, sur les cartes de mise en place, il doit y avoir des numéros IN1, IN2, IN3, IN4 par exemple. Mais on les fait vraiment dans l'ordre que l'on veut, heureusement. Et enfin, nous avons des interactions d'événements. Diverses situations peuvent déclencher des événements. Lorsqu'un événement est déclenché, suivez les instructions mentionnées sur la page. Les événements fournissent également un contexte narratif qui rendra votre expérience plus immersive. Parfois, ils peuvent également révéler des PNJ supplémentaires. Vous trouverez de plus amples informations, page 37. Alors, c'est très prometteur dans le sens où entre dialogue, investigation et événement, on n'est pas que sur du bourrinage combat. D'où la rejouabilité probablement. Si ça se trouve, il y a un moyen de rusher la campagne avec un groupe de gros bourrins et ça tabasse à tous les coins de rue. Ah, ça peut être sympa à tester, ça. Bon, je suppose qu'il y aura forcément des moments, des phases de chapitres où on sera obligé d'en passer par des dialogues. Puis pour avancer, des phases d'investigation. Mais peut-être que c'est une option de bourriner.
Alors, comment on termine un chapitre? Deux façons de terminer un chapitre. Succès ou échec. C'est un succès lorsque vous avez atteint l'objectif indiqué à la page de configuration. Objectif, là. Un événement ou une page de dialogue vous indiquera quand le chapitre est terminé en vous demandant de lire la conclusion au dos de la page narrative. Certains choix dans les événements et les dialogues peuvent conduire à l'échec d'un chapitre. Ah, événements et dialogues même. Dans ce cas, vous ne pouvez pas passer au chapitre suivant et devez rejouer si vous souhaitez progresser dans la campagne. Non, non, bah, un échec, c'est mort, on arrête, on revend. De même, lorsque tous les personnages sont tombés en torpeur, le chapitre échoue. Alors, la torpeur, c'est lorsque tout le monde a encaissé son maximum de dégâts. Donc on est out. C'était quoi dans Gloomhaven? C'était l'épuisement. Bah, là, c'est la torpeur. Lorsqu'un chapitre se termine, défaussez tous vos jetons indices, vos cartes effets, les objets obtenus durant le chapitre et vos jetons de succès d'investigation restants. Si vous échouez, vous devez également défausser toutes les cartes effets, les cartes objets gagnées lors de celui-ci. Dac. Les personnages non joueurs et les alliés. Sympa les petits toutous là. Alors les PNJ et les alliés. Nous avons des cartes de profil de PNJ. À ne pas confondre avec les cartes de profil de nos futurs ennemis. Si on prend par exemple, alors là on a un vieux clochard. Est-ce qu'on va le retrouver, le vieux clochard barbu? Qu'on sache de quoi qu'on parle. Les dessins sont très très bien. Ah non, clochard menaçant. Oula. Sapuluc. Tu es où, monsieur vieux clochard? Qu'on voit de quoi tu parles. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les classer par ordre alphabétique? Tiens, je me suis pas penché sur la question. Ça peut avoir un intérêt. Vieux clochard. Ah oui, d'accord, c'est que je les ai pas mis dans le même sens. On a des boss hein, aussi. Et par exemple, Jimmy Smythe, c'est un boss. Alors que tous les autres membres de gang... Hop, hop, hop. Troisième nuée de drap, etc. Alors, troisième nuée de drap, je suis pas sûr que ce soit des alliés. Mais on va faire connaissance avec notre vieux clochard. Comment ça se présente? Le nom du PNJ. Ok. Numéro de carte. Où ça? Juste ici. Au-dessus de son nom. Tel était son nom. Sa nature. Alors, sa nature, là, c'est une goule. Ok. Son mouvement, enfin son déplacement, sa ligne de vue et son attitude agressive ou neutre. Là, on voit qu'on a un point levé. Ça doit être forcément agressif. Petite chose, je vous avais parlé de la fiche de référence rapide. Il n'y en a qu'une recto verso. Mis à part les symboles des dés, ils auraient dû, c'est pas ils auraient pu, sur un gros jeu comme ça, c'est ils auraient dû faire un mémo reprenant les différents symboles que l'on trouve sur les cartes. Faute professionnelle, bim. Donc là, notre vieux clochard se déplace de 2 hexagones. Il a une ligne de vue sur 2 hexagones. Il voit pas loin, hein. Et il a une attitude agressive puisque c'est un point. Ensuite, en haut à droite, là, on a ses éventuelles attaques spéciales. Répond à l'appel. Ah, répond à l'appel. Petit jeu de mots. En bas, on a le tracker de dégâts. C'est le niveau de blessure subi par un PNJ. Ici, là. On voit que c'est séparé par des points. Ah! Tracker.
Et ça doit être ça. Vous savez, ça, je me demandais à quoi ça pouvait servir. Est-ce que... Voilà. Ça doit être un truc comme ça. Ah bah oui. Ah le mec. J'avais l'air tout content pour avoir trouvé, mais oui, oui, c'est bien indiqué là. Allons, allons, allons. Donc ça, c'est pour indiquer le nombre de points de vie qu'il va perdre. Ah, j'aime bien ce principe. Je trouve ça fun. Là, on nous rappelle son déplacement, on nous rappelle sa ligne de vue, et ensuite, c'est son ciblage. Là, par exemple, le vieux clochard, c'est la cible la plus près. Alors j'espère que c'est pas une usine à gaz, hein, les combats par rapport aux lignes de vue et tout ça. Moi maintenant, il me faut du soft. Hein. Faut que ça tourne, faut que ça bourrine. Après, on a un niveau d'initiative et un niveau d'attaque. Ah oui, d'accord. Niveau d'initiative, niveau d'attaque, niveau de résistance. Quantité de dégâts absorbés par l'attaque, donc c'est l'équivalent d'une armure. Niveau d'attaque, c'est la quantité de dégâts donnés par l'attaque. Il tabasse... non, il tabasse pas beaucoup. Ah, et là, on voit, il y a 1 et 2 J, donc 1 et 2 joueurs, ou à 3, 4 joueurs. On n'utilise pas la même colonne. Donc, plusieurs personnages non jouables, des PNJ. Comment j'ai fait hier? Hier, j'avais mon coude comme ça. C'était plus pratique. Donc, plusieurs PNJ rencontrés au cours de la campagne auront une carte de profil. Vous ne pouvez commencer une séquence de combat qu'avec un PNJ qui possède une carte de profil. Les valeurs initiative, attaque, résistance, marqueur de dégâts dépendront du nombre de joueurs. Absolument. Remarque, un PNJ sans carte de profil ne peut pas être combattu. Placez cette carte face cachée de sorte que seul le nom du PNJ, sa ligne de vue et son attitude soient visibles. Placez cette carte face cachée. Ah oui, c'est comme ça. Pour pas se spoiler sur... pas se spoiler la rencontre à l'avance, quoi. Alors, l'attitude, effectivement, si c'est un point, c'est une personne agressive. Un PNJ agressif commencera immédiatement le combat lorsqu'un personnage entrera dans sa ligne de vue. Bim. Sauf si le joueur est en mode furtif. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un mode furtif. Un PNJ neutre, donc qui a une main comme ça ouverte, répondra à une attaque mais ne déclenchera pas le combat. Retournez la carte du profil face visible lorsque le combat commence. Lorsque vous utilisez le pouvoir lecture de l'âme de la discipline Auspex, lorsque vous recevez l'instruction de le faire au cours d'un événement. Ok, alors tous les PNJ ayant une carte ont également un deck de combat associé. Ce deck comprend diverses techniques de combat. Tout ça, et là je vois que on a un deck de combat Ghoul, et on voit que notre vieux clochard c'est une Ghoul, donc il va utiliser ce deck là. Ce deck comprend diverses techniques basées sur les capacités et la nature du PNJ. La liste des decks est la suivante: animal, humain, ghoul, autorité, vampire et boss. Gloomhaven. Mais c'est pas péjoratif hein, quand je fais cette comparaison là de même avec les demeures de l'épouvante. Non, c'est parce que ce sont des jeux vraiment top. Les decks de combat sont composés de 3 types de cartes différentes. Nous avons les attaques. Coup de poing, crochet, coup de pied, bordel. Voilà, tout va bien. Donc on a des attaques. Coup de poing, coup de pied, un petit crochet, avec toujours des illustrations sympathiques. Nous avons donc les attaques infligent des dégâts aux joueurs hein, et aux alliés. La défense
se concentre sur la défense et n'attaque pas pendant ce tour. Donc la garde. Et après on a des spéciaux. Spécial 1, spécial 2. Ah oui, 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 oui. On doit piocher les cartes au hasard en fait. Et les spéciales utilisent son attaque spéciale décrit sur la carte de profil. Par exemple, son spécial 1 répond à l'appel, un coup de pelle sur la gueule, attaque la cible plus 2 dégâts et plus 1 d'initiative. Non, moins 1 d'initiative. C'est écrit petit, hein. Ouais, c'est moins 1 d'initiative. Bah, j'arrive mieux à lire quand je le mets devant la caméra qu'avec mes neneuils. Donc ça veut dire, quand c'est écrit petit comme ça, luminosité maximale autour de la table. Par contre, dans les petites coquilles, vous voyez, là, la phrase, un coup de pelle sur gueule, un coup de pelle sur la gueule. Il doit y en avoir pas mal, hein, des petites choses comme ça, qui sont passées au travers. Reviens, 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 reviens. Ok. Donc, utilisez le deck correspondant au PNJ que vous affrontez pendant le jeu. Exemple, dans le chapitre 1, pas le prologue, hein, chapitre 1, vous affrontez des PNJ ghouls bruts et vieux clochards. Vous utiliserez le même deck de combat pour les deux. Dans ce cas, le deck de combat ghoul. Ok. Attaque ou défense? Donc ça, c'était pour les PNJ et les alliés que l'on va rencontrer. Alors, par rapport aux alliés, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit? On avait dû voir ça à la toute première vidéo de découverte. Quand on joue solo, oui c'est ça. Quand on joue solo, il est conseillé de jouer avec un PNJ allié. Sinon, il disait que c'était vraiment très très dur. Donc je suppose qu'on va avoir parmi toutes ces cartes des PNJ recrutables, ou bien avant de démarrer le jeu, ou bien sur le terrain. Donc les cartes profil. Alors les cartes profil, bah, ce sont nos cartes. Pourquoi j'ai pas pris la carte de Arène? Bah alors, Arène Conway. Voilà. Il existe deux types d'alliés, les alliés temporaires et les alliés de coterie. Les alliés temporaires sont présentés pendant le chapitre, restent en jeu pour la durée du chapitre dans lequel ils se trouvent, ne procurent aucun effet passif à la coterie. Et nous avons les alliés de coterie, qui représentent les 8 personnages principaux, avec possibilité d'ajout de personnages d'extension. Ils offrent un effet passif à tous les autres joueurs impliqués dans le chapitre, tant que l'allié est présent dans le chapitre et n'est pas en torpeur. Okay. Ils peuvent être choisis au début d'un chapitre, ne sont placés sur la tuile que lorsque le combat commence, ils n'apparaissent pas sur la tuile autrement. Ah d'accord, ça c'est peut-être pour pas surcharger le plateau et pas avoir à s'en occuper. Ils ont vraiment qu'une valeur ajoutée sur les combats. Il commence au niveau 1 et passe au niveau 2 après le deuxième interlude de la campagne. Ah ouais, parce que l'interlude est fait pour que... Enfin, il est placé certainement à un endroit où les personnages joueurs auront suffisamment évolué, donc on enclenche un niveau supplémentaire. Donc les alliés progressent aussi. Ne peuvent être choisis si un joueur joue déjà cet allié comme personnage. Bah oui. Compte dans le nombre de joueurs pour les modificateurs de difficulté et les statistiques des PNJ. Oui, un allié qui n'est pas un joueur autour de la table compte quand même comme joueur passif. Et les alliés de coterie ne sont jamais impliqués dans les dialogues ni les investigations, mais leur effet passif s'applique toujours. Quand un combat commence,
Placez vos alliés de coterie sur un hexagone adjacent à vos personnages. Le niveau d'initiative, d'attaque, résistance et marqueur de dégâts d'un allié dépend du nombre de joueurs. Voir page 10. Exemple, votre coterie est composée d'un maximum de 4 personnages, plus les alliés de chapitre que vous pourriez avoir. Lors d'une partie en solo, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 alliés de coterie pour vous aider. Lorsque vous jouez à 2, vous pouvez ajouter jusqu'à 2 alliés de coterie au groupe. Lorsque vous jouez à 3, vous ne pouvez ajouter qu'un seul allié de coterie. Vous ne pouvez pas ajouter d'alliés de coterie lorsque vous jouez à 4 joueurs. C'est bien ça, on avait tout compris. Alors nos alliés ont un deck unique de combat. Ah non, pardon, ça c'est PNJ. Ah bah si, c'est ça. Ce sont les cartes vertes. Donc pendant le combat, tous vos alliés tireront des cartes de ce paquet. Figurines et pions. Donc là, alors, on va juste checker quand même. Ça va être des attaques basiques, hein. Coup de poing, morsure, se mettre en garde et les spéciaux. Alors pourquoi les spéciaux? Parce que on va les retrouver ici. Si je joue Aren Conway en tant qu'allié, et bien spécial 1 ce sera une griffure, spécial 2 ce sera abattre. Et si on regarde un petit peu les valeurs qu'elle possède, alors pourquoi j'ai recto verso? Ah oui, d'accord. Niveau 2 ici, niveau 1 là. Donc faire attention quand on les met en place de prendre le bon côté. C'est une chef de meute. Elle a +1 en déplacement à tous les personnages et les alliés. Ah ouais, c'est l'effet passif ça. 4 d'initiative, 4 en attaque, 2 en résistance pour 1 à 2 joueurs. Elle se déplace de 4 à une ligne de vue de 3. Et par défaut, elle attaque la créature la plus blessée. Ça a l'air d'être soft, hein. Donc si je joue Aren Conway, en fait, en tant que personnage, je ne place pas sa fiche sur ma zone de joueur. Donc maintenant, les figurines et les pions. Chaque personnage jouable a sa propre figurine. La position de cette figurine sur la tuile représente l'emplacement du personnage. La flèche sur la figurine indique dans quelle direction le personnage est orienté et la direction de sa ligne de vue. Comment ça, la flèche? Ah oui, c'est super discret. Vous le voyez là. En même temps, ça correspond à la position dans laquelle il regarde, hein. Là, j'allais dire, c'est un petit peu ambigu avec Luciana, mais non, 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 la tête est bien orientée vers la flèche. Donc, c'est pas le positionnement du corps par rapport à, on pourrait croire, la direction dans laquelle elle avance, c'est bel et bien par rapport à la tête. Bon, là, après, avec les autres, il n'y a vraiment pas d'ambiguïté. Et sur les socles des PNJ, bah, même chose, hein. Alors là, ça se voit pas très bien, parce que c'est noir sur fond noir, mais on a bien la flèche. Toi, tu regardes comme ça. Chaque PNJ a son propre pion. La position de ce pion sur la tuile représente l'emplacement du PNJ. La flèche sur le stand, sur le socle, indique dans quelle direction le PNJ est orienté et la direction de sa ligne de vue. Pour mettre en place des pions de PNJ, prenez le jeton correspondant, placez-le sur un socle en plastique. Là, il n'y a pas une grande information. Sur la page d'un chapitre du livre d'histoire. Donc, c'est ici que ça se passe.
Les PNJ à mettre en place sont indiqués sur la tuile par une flèche. Là. Alors, c'est pas indiqué par une flèche, à moins que... Non, c'est pas indiqué par une flèche. Mais bon, c'est indiqué. Ouais. Oh, le principal, c'est que ce soit indiqué, bien sûr. Vous devez tourner les pions des PNJ pour que leur orientation corresponde aux flèches. Ah, ah c'est un petit peu plus gênant parce que... Ah, c'est ça les flèches. Hmm. Ouais, je suis pas sûr, hein. Non, parce que là, il y a des... Il nous indique d'utiliser les cartes profil, voyou 2, voyou 3, etc. Mais je ne vois pas de flèche. Ah si, là. C'est là que je vous montre. Oups, et merde. Ici même. On voit l'orientation. J'ai fait tomber toutes les cartes combat. Oh, sympa. Alors, on y retourne. Je reviens. Je suis là. Voilà, ça y est, tout va bien. J'ai ce qu'il faut. Donc ça, on a dit que c'était les cartes combat des PNJ. Ah, ça y est, je commence à faire du bazar. Est-ce que ça a bougé beaucoup la caméra, ça, ce que je viens de faire comme connerie? Bordel. Non. Donc on en était à dire à l'orientation des standees, là. Si le PNJ est représenté avec une goutte de sang dans la section de mise en place, cela signifie que vous pouvez vous nourrir de lui pendant le chapitre. Ils sont appelés des proies. Dans ce cas, utilisez une base rouge pour le pion de ce PNJ. D'accord. Comme ça, visuellement, ça c'est bien par contre. Visuellement, on prend un socle rouge et on se rappelle que c'est une proie. Enfin, gardez à l'esprit que si vous ne parvenez pas à vous nourrir d'une proie, ou si vous utilisez des pouvoirs surnaturels dans sa ligne de vue, elle s'enfuira et pourra provoquer un bris de mascarade, voire page 32. Oula. Ah ouais, donc en fait, c'est quasiment une obligation de se nourrir d'une proie quand il y en a une sur le terrain, parce que sinon, on risque d'avoir un témoin et qui va mettre en danger la mascarade. Deck de combat de boss. Les boss sont des types d'ennemis spéciaux que vous rencontrerez au cours de la campagne. Lorsque le combat commence, mélangez le deck de boss commun, 3 cartes spéciales niveau 1 et 3 cartes spéciales niveau 2, et le deck unique du boss. À la fin du combat, retirez les cartes du boss du deck partagé. Ok. Donc forcément, hein, les boss, ils sont vraiment beaucoup plus costauds. Donc on a combat, boss numéro 8, boss numéro 2, boss numéro 1, 8, 7, ouais d'accord. Alors ils ont combien de cartes? Ah ouais d'accord. On a un deck de combat boss partagé et leurs cartes spéciales. Je les regarde pas, je les retourne pas, hein. Non, 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 non. Juste par contre le deck commun, que lui on le retrouvera toujours. On a pouvoir spécial 1, pouvoir spécial de 1, 2, 1, 2. Bah ok, super. Par contre, il y a plus de chances qu'il déclenche des pouvoirs spéciaux, contrairement aux simples ennemis de base, hein. Bon, bah ok. Ça, c'est pas une mécanique qui est vraiment dure. Alors maintenant, attention les yeux, on va détailler tous les jetons.
Alors, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la fiche mémo, ça manque. Effectivement, on a bien les rappels hein, dans la règle de ce à quoi ça correspond, mais c'est bien de l'avoir en petit format mémo, parce que ça évite d'avoir à manipuler tout le bazar. Donc on commence par les jetons de terrain. Au cours des différents chapitres, des jetons sont utilisés comme indicateurs, par exemple en indiquant qu'une zone peut être fouillée. Ils peuvent aussi indiquer un terrain difficile sur un hexagone. Référez-vous à la section de mise en place de la page narrative dans le livre d'histoire pour placer les jetons sur les hexagones appropriés. Remarque, de nouveaux jetons peuvent être ajoutés au cours d'un chapitre à la suite d'un événement déclencheur. Ça, c'est bien. Alors, la liste des jetons est la suivante. On a d'abord un terrain difficile. C'est symbolisé par des croix. Des croix rouges. Ça coûte plus 1 de déplacement pour se déplacer dessus. Les attaques à distance ne peuvent pas atteindre une cible située derrière un jeton de terrain difficile. Alors là, le rôliste que je suis, que j'étais, me fait dire un terrain difficile, ça peut être de l'huile, de la graisse, de l'eau, du feu, non, ça doit être infranchissable. Des braises, par exemple, ça pourrait être un terrain difficile aussi. Mais on parle de terrain, de ce qui se trouve sur le sol. En quoi ça gêne une ligne de vue? C'est, pour moi, quand on est protégé en étant situé derrière quelque chose, c'est parce qu'on est derrière un obstacle. Une caisse, un meuble, une voiture, des choses comme ça. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Je pense que c'est un raccourci en termes de règles. Peut-être que ça a été fait pour ne pas alourdir. C'est bizarre. Donc si Luciana se trouve être... Enfin, si elle veut se déplacer de là à de là, hop, ça lui coûte un de mouvement supplémentaire. Et là. Et par contre, si elle est là et que le salopard veut lui tirer dessus, ça n'est pas possible. C'est une couverture. Donc un terrain difficile fait office de couverture. Après, il donne deux exemples. Bon, je pense pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Le PNJ ne peut pas cibler le personnage avec une attaque à distance et vice-versa. Ah ouais, alors. Là, ça, je vais encore plus loin dans le type de mécanique que l'on rencontre d'habitude dans ce type de jeu. Terrain difficile bloque la ligne de vue. Quand on en est éloigné, c'est valable pour les deux protagonistes. Mais d'habitude, quand on se trouve adjacent à ce type de terrain ou de couverture, on peut quand même tirer au travers parce qu'on est vraiment dessus, par-dessus. Alors que là, c'est pas possible. Dans tous les cas, même si on est collé à l'obstacle, pardon, au terrain difficile, on ne peut pas tirer de l'autre côté. Et ensuite, dans cette configuration, le PNJ peut cibler avec une attaque à distance et vice-versa. Oui, bah oui. Sinon, la ligne de vue, on est bon. Alors attention, hein, les lignes de vue, je vous rappelle qu'elles sont indiquées sur les cartes profil. Hein. La ligne de vue 3 pour arène. Alors, ligne de vue 3, ça fait ça. Donc j'en reviens à dire que les tuiles sont relativement petites pour que ce soit nerveux. Plus le terrain est petit, plus forcément on ne perd pas de temps sur les déplacements. Enfin, ça peut être assez punchy. Ensuite, nous avons des jetons de zone d'investigation. Ce sont des flèches. C'est ça. Pas du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est ça. Jetons de zone d'investigation qui sont numérotés de 1 à 4.
Chaque jeton représente une zone dans laquelle le personnage peut enquêter et correspond à une page d'investigation. Donc, à la mise en place ou suite à un événement, on peut avoir plusieurs jetons investigation. Lorsque vous enquêtez sur une zone, reportez-vous au numéro correspondant. Un jeton bloque le déplacement et la ligne de vue de la même manière qu'un mur. J'allais dire de la même manière que le terrain difficile, mais pas du tout. Le terrain difficile bloque la ligne de vue, mais pas le déplacement. Donc ça bloque tout. Ligne de vue, déplacement, ok. Lorsqu'un joueur a fini d'enquêter, il doit défausser le jeton. Les compétences mentales sont souvent sollicitées lors de l'interaction avec une zone d'investigation. Ok. Et en plus des zones d'investigation, nous avons des jetons actions qui sont représentés avec un éclair. Numéroté aussi de 1 à 4. Ah d'accord, c'est que... Non, ça, c'en est pas un. Je les ai mélangés dans le trieur. Donc ça, ce sont des jetons actions. Ils correspondent à un événement spécifique du livret de chapitre. Ils bloquent aussi le déplacement et ils bloquent aussi la ligne de vue. Vous pouvez déclencher un événement au cours de n'importe quelle séquence, même de combat, dès que vous vous arrêtez à côté d'un jeton action. Ça vaut un petit mémo. Hein. Bien s'en rappeler. On peut déclencher une action même pendant un combat. On a un jeton bras d'Ariman. Un personnage, joueur, allié, PNJ, qui commence son tour sur un hexagone adjacent à ce jeton subit un dégât inévitable. Ah, c'est ça. Le bras d'Ariman. Alors, est-ce que ce serait pas un pouvoir spécifique d'un boss, Monsieur Tentacule? Donc, quand on a un bras d'Ariman ou d'Ariman, son tour sur un hexagone adjacent, bim, on a un dégât inévitable. Le feu! Le feu, le feu. Si un personnage marche sur un hexagone qui est en feu ou commence son tour à cet endroit, il subit immédiatement 2 dégâts inévitables. Harold, attention Harold. Alors, je suppose que c'est cumulable. Hein. Non, on subit rien si on est à côté. Il faut marcher dessus. Ok. Dans mon raisonnement, j'allais dire c'est cumulable. Là, je me prends 2 dégâts parce que je suis dessus. Là, j'aurais pu me prendre 1 dégât parce que je suis adjacent. Mais on va peut-être pas exagérer quand même. Alors, il y a une remarque. Les dégâts de feu sont cumulatifs. Si vous traversez 3 hexagones couverts de feu, vous subissez 6. 2, 4, 6. Ouais, ok. Ouais, de même que si on passe dessus, je m'arrête, je subis les dégâts. Si je commence mon tour, bah, c'est pas si, c'est quand je commence mon tour en étant de nouveau sur l'hexagone feu, je resubis 2 dégâts. Au début de chaque round, placez un jeton feu adjacent au dernier, à la vache, en direction du personnage ou du PNJ le plus près. Ah oui, au début de chaque tour, en fait, le feu se propage. Les personnages cessent de subir des dégâts s'ils commencent leur tour sur un hexagone qui n'est pas en feu. Ça, c'est une mécanique qui est sympa. Je ne sais pas si avec les cartes combat ou avec certaines disciplines, on peut pousser les autres, les ennemis dans le feu. Alors, si le personnage ou PNJ le plus près est déjà sur un jeton de feu, alors le personnage ou PNJ suivant est ciblé. Ouais, ok.
C'est une petite règle pour se rappeler comment va se propager le feu. Et s'il y a une ambiguïté, ce sont les joueurs qui choisissent. Mais bon, la règle, c'est personnage ou PNJ le plus proche. Alors, après, bon là, on commence à avoir un plateau avec beaucoup de choses, hein. On va continuer avec des jetons d'investigation qui sont numérotés aussi de 1 à 4, donc symbolisés par ces jetons-là. Ah, ils sont ronds, ceux-là. Les autres hexagonaux et ceux-là sont ronds. Alors, petite astuce, hein, si vous avez des socles transparents d'avance par rapport au type de jeu que vous possédez, pour visuellement faire une distinction quand il y en a beaucoup, et je suppose qu'à certains scénarios, chapitres, on va avoir beaucoup de jetons, prenez un socle transparent pour mettre les pions debout comme ça. Autant pour les pions de terrain, le feu c'est normal qu'on les laisse à plat, pour les terrains difficiles aussi, mais là où on peut faire des interactions, c'est pas mal, enfin moi ça m'aide de les avoir dans ce sens-là. Donc nos jetons investigation. Zone d'investigation qui indique les endroits où il est possible d'enquêter. Au cours de cette investigation, vous recueillerez des preuves, parfois représentées par des jetons indices. Je ne sais plus ce que sont les jetons indices, mais bon, on les retrouvera facilement. Pourquoi je dis qu'on les retrouvera facilement? Parce qu'au début de la règle, voilà, ils sont là. Bah, c'est les mêmes en fait. Ah oui, donc on doit remporter le jeton en question. Ok. Et gagnerez des jetons de succès d'investigation. Alors les jetons de succès d'investigation, il y a une petite coche dessus. Bon, ça c'est en jouant, hein, c'est facile. Après, seconde astuce, allez, on y va. Par exemple, moi j'ai un rangement comme ça. Je pense que c'est celui avec lequel je vais jouer pour Chapters. C'est pas bien large, mais souvent pour me mettre les termes en tête, j'écris sur un petit bout de papier que je pâte-à-fixe le nom des jetons. Comme ça, au bout de 3-4 parties, il n'y a plus besoin de s'y référer, mais ça aide quand même grandement. Ok. Alors j'en étais où? On gagnera des jetons de succès, ouais, ok. La liste des jetons est la suivante. Donc jetons indices numérotés de 1 à 4. Ils offrent des informations importantes et simplifient les investigations en permettant des suppositions plus précises, que ce soit dans les dialogues ou dans d'autres zones d'investigation. Par contre, les jetons succès, informations utiles recueillies par un joueur au cours d'une investigation, avoir plus de jetons de succès d'investigation signifie que la coterie est mieux informée et a accès à de meilleurs choix lors de la phase de déduction finale. À la vache! Les déductions finales ne se produisent que dans les chapitres avec des jetons succès d'investigation. Ok. Après, on a tous les jetons effets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, les jetons effets, bah ça va être les jetons qui vont nous rappeler que nos personnages, nos alliés ou les ennemis subissent des trucs. Au cours d'un chapitre, plusieurs effets peuvent affecter à la fois les joueurs, les PNJ. Pour un joueur, prenez le jeton correspondant et placez-le sur votre plateau personnage. Les effets sont défaussés à la fin du combat, sauf indication contraire. Si un PNJ reçoit un jeton effet, placez-le sur sa carte profil. Laissez le jeton là tant qu'il reste actif. Alors, nous avons du poison,
Nous avons du poison. À moins que tous les dégâts d'une attaque ne soient évités, subissez un dégât supplémentaire. Défaussez-le lorsque vous réparez des dégâts. Les PNJ sont considérés comme empoisonnés jusqu'à ce qu'ils soient vaincus. Nous avons le saignement. Subissez un dégât inévitable à la fin de votre tour actif jusqu'à ce que vous jouiez une carte défense. Ok. On peut être étourdi. Alors, là c'est pas cohérent sur le choix du... Sur le choix du dessin. Pour moi, quand on est étourdi, là, on est entravé. On a les mains liées, c'est un entravement. Pour moi, étourdi, ça aurait été représenté avec le symbole d'une tête. On est étourdi, on peut plus cogiter correctement. Bon, après, c'est leur choix, hein. Mais bon, ça n'aurait pas été le mien. J'ai pris ça là. Alors, l'étourdissement. Vous ne pouvez pas attaquer ou vous déplacer pendant votre tour. Les joueurs peuvent toujours utiliser le sang, réparer les dégâts, puissance du sang, utiliser une discipline. Le jeton étourdissement est défaussé à la fin du tour actif. Résistance. Ouais. Résistance, blocage, je comprends le dessin. Ok, ça me parle. Empêche un dégât. Empêche un dégât entrant par jeton. Ah oui, il y en a beaucoup parce qu'on peut les cumuler. À défausser après utilisation. Les joueurs peuvent choisir de ne pas utiliser le jeton lorsqu'ils sont attaqués et le garder. Les joueurs doivent défausser tout jeton résistance inutilisé à la fin du round de combat pour gagner +1 d'initiative maximum. Alors ça, c'est petit mémo à faire parce que doivent, il y a marqué doivent défausser. On peut être immobilisé. Là, c'est logique, c'est cohérent. On a des pieds qui sont ligotés. Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant votre tour. Défausser le jeton à la fin de votre tour. On peut être ralenti. Après, j'aime bien par contre le choix fond noir, blanc et rouge. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Le ralentissement, votre déplacement est réduit de 1. Ils sont cumulatifs à la vache et on les défausse à la fin de votre tour. On peut être furtif. On peut être furtif. Ah, d'accord, je le comprends maintenant. Je croyais que ça, c'était un jeton qui indiquait une direction, mais pas du tout. C'est un doigt devant le visage. Un joueur peut utiliser une action pour initier le mode furtif. Tant que vous y êtes, ce jeton reste sur votre plateau. Si vous êtes vu par un PNJ, défaussez le jeton. Logique. Et puis enfin, on peut utiliser la puissance du sang. Où que c'est? La puissance du sang, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors le saignement, je me suis peut-être planté tout à l'heure. Ne pas confondre le saignement avec la puissance du sang. Pendant un round, ajoutez +1 à votre initiative, +1 à un attribut de votre choix et +1 à votre déplacement. Défaussez le jeton au début de votre prochain tour actif. Donc là, on est sur quelque chose qui booste bien, hein. Donc on a des effets pénalisants, poison, saignement, étourdissement, immobilité, ralentissement, et on a des jetons bénéfiques avec la résistance, la furtivité et la puissance du sang. 5 et 3, 8, c'est bien ça. J'aurais tendance à confirmer que non, ce n'est pas une usine à gaz. Ça me plaît. Alors, on a des jetons d'effet.
mais nous avons aussi beaucoup de cartes d'effets. Je vous rappelle que je les ai classées par numéro, par tranche de 5, 10, 15, 20, etc. Parce qu'il y en a tellement, par ordre alphabétique, il aurait fallu 4 voire 5 rangements. Pas possible. Là, c'est pas mal. Là, comme ça, c'est pas mal. Donc, les cartes effets. Au cours de la campagne, votre personnage ou la coterie entière peut recevoir une carte effet. Ce sont des bonus ou des malus qui restent en jeu jusqu'à ce qu'elles soient défaussées. Certaines cartes peuvent être défaussées rapidement, tandis que d'autres sont conservées d'un chapitre à l'autre. Là, je m'aperçois qu'il va falloir que j'humecte ma bouche parce que je commence à... Je vais bientôt parler anglais, vous allez rien comprendre. Mais c'est normal, ça fait 1h11. Alors, il existe 2 types de cartes effets, pour la coterie et personnage. Les cartes coterie appartiennent à toute la coterie et les affectent tous. Les cartes effets personnage n'appartiennent qu'à un seul personnage. Lorsque l'on vous donne une carte effet personnage, elle va au personnage qui a effectué le test, qui a conduit à cette récompense, ou au malus. Si une carte est donnée sans aucun test, le dernier personnage à avoir effectué un test, utilisé une discipline ou un objet, est le personnage qui reçoit la carte. Si une carte est donnée sans aucun test, admettons qu'on reçoive une... Alors, je pense pas que ce soit dans le cadre d'un effet maléfique, ça. Bon, imaginons, la coterie reçoit une carte bénéfique. Par exemple, performance maximale. Imaginons. Ça, c'est bénéfique, c'est pour un personnage. Si cette carte performance maximale est donnée alors qu'on n'a pas réalisé spécialement de test, ça revient au dernier personnage dans le jeu qui a accompli un test. Ouais. Je trouve pas ça logique. Si ça doit être attribué parce que c'est une récompense, c'est un effet bénéfique, bah les joueurs choisissent. Moi, je le jouerais un peu plus comme ça, je pense. Hein. Alors, si une carte effet fait baisser vos dés à 0 ou moins lors d'un test, vous échouez automatiquement. Ah ouais. Malgré les succès automatiques. Obtenus grâce aux compétences. Oui, je vous rappelle que lorsque l'on a notre feuille de personnage, tout ce qui est lié aux compétences, ce sont des succès automatiques. Donc si ça se produit, le fait qu'on échoue automatiquement un test, si ça se produit pendant un dialogue, vous devez choisir l'option d'échec. Dans une investigation, cela compte comme un résultat à 0 succès et en combat, vous ratez votre attaque. Si vous avez déjà une carte, si vous avez déjà une carte effet et qu'on vous donne à nouveau la même carte, gardez votre carte actuelle à la place, n'en prenez pas d'autres. Alors, les effets, par exemple, en forme. La cible de l'effet. Ici, personnage. Crac. Ça. Le numéro de l'effet, ça c'est pour le rangement. Le nom, la description, l'effet qui est appliqué et la condition de défaut en bas. Par exemple, pour en forme, c'est une citation d'Alex Simard. Avec la bonne quantité de sang colérique, vous pouvez faire des miracles. Ça donne plus 1 dé à votre prochain test de physique. Et la condition de défausse, défausser après utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Du prochain chapitre.
Ah la vache, donc on peut très bien conserver cette carte spécifique là en forme pendant 2 chapitres. Si je l'utilise pas au chapitre au cours duquel je la gagne, je peux la défausser à la fin du prochain chapitre. On va pas toutes les faire, hein. Ça c'est à découvrir au fur et à mesure que l'on va jouer. Bah voilà pour les cartes effets, hein, finalement. Moi j'aime bien quand il y a des règles comme ça qui sont très, très succinctes. Ça permet d'avancer. On a une histoire de marqueur principal. Ça fait référence à ce petit plateau-là. Le marqueur principal est composé de 3 sous-catégories. Statue, bris de mascarade, enfin mascarade et round. Marqueur de statut. Mesure la réputation de votre coterie auprès des autres descendants de la ville et peut augmenter ou diminuer au cours de la campagne. Ok. Ça va de -2, on est des gros bâtards. +2, on a une bonne réputation. On démarre à 0, je suppose. Les vampires réagiront à votre statut élevé ou faible de plusieurs façons. Votre statut vous aidera à débloquer des districts pour des chasses, d'accord, ou des branches de dialogue supplémentaires. Votre coterie commence la campagne avec un niveau de statut de 0. Marqueur bris de mascarade. Alors, bris de mascarade, on a dit que lorsqu'on avait un PNJ sur la carte qui a un socle rouge, c'est qu'on peut lui boire le sang, et si on ne le fait pas, il s'échappe. Il s'échappe et ça a une incidence sur la mascarade, qui mesure votre degré de discrétion sur votre condition vampirique. Presque tous les descendants ont le même intérêt à rester discrets sur leur véritable nature. Révéler votre nature vampirique peut conduire à une autre nuit des cendres et provoquer le retour de l'Inquisition. Cependant, il y a des moments où révéler sa condition s'avère inévitable. C'est pourquoi la Camarilla possède une structure rigide et des moyens d'effacer les preuves d'activité surnaturelle. L'utilisation de capacités surnaturelles devant des humains peut attirer une attention indésirable et provoquer ce que l'on appelle un bris de mascarade. Lorsque cela se produit, un personnage non-joueur témoin tentera de fuir la tuile par la voie la plus rapide possible. Pour s'échapper, un PNJ qui n'a pas de carte profil doit sortir de la tuile par un hexagone sans mur. Oui, donc ok, s'il est là, que Aren utilise un pouvoir surnaturel qui la démasque, il va avoir un certain nombre de tours pour s'enfuir là où il n'y a pas de mur, donc uniquement par ici. De là à de là. Ok. Pour ce faire, il se déplacera de 2 hexagones par tour. 1, 2, 3, 4. 4 tours. Après, je vois que j'ai placé des hexagones de feu. Est-ce qu'il y a des règles qui disent que le PNJ ne va pas fuir en marchant dans le feu? Il n'est peut-être pas abruti. Alors, il peut être sous le choc de la révélation. Il vient de voir un vampire qui sort ses griffes devant lui, ça le traumatise. Est-ce qu'il prend le chemin le plus court ou est-ce qu'il aura tendance à éviter? On verra. Alors, seuls les personnages non-joueurs dont vous pouvez vous nourrir, appelés proies, fuiront s'ils sont témoins de capacités surnaturelles. Vous pouvez identifier les proies, les proies, par leur base rouge. De plus, vous pouvez toujours vous référer à la section de mise en place dans le livre d'histoire. Les PNJ dont vous pouvez vous nourrir sont représentés par une goutte de sang sur la tuile et listés à gauche. Ici, là. On verra aussi la goutte de sang. Si la proie est un animal et non un humain,
Elle doit simplement être retirée de la tuile et ne provoque pas de bris de mascarade. Oui, on va pas avoir une nuée de draps qui va venir témoigner comme quoi ils ont vu un vampire, bien sûr. Quelles actions mènent à la fuite? Utiliser une discipline pendant la séquence principale. En ligne de vue d'un PNJ. Donc, quelle que soit la carte discipline, si le PNJ a 2 en ligne de vue que je suis là, ça provoque une fuite. Remarque, l'utilisation d'une discipline lorsqu'elle est sollicitée au cours d'un dialogue ou d'une investigation n'alarme aucun témoin sur la tuile. D'accord. Ce qui provoque aussi une fuite. Se nourrir d'un PNJ alors qu'il est dans la ligne de vue d'un autre PNJ. Ou bien, troisième possibilité, échouer une tentative de se nourrir d'un PNJ. Ah bah oui, si je veux me nourrir que j'échoue, forcément il va un petit peu se rendre compte de quelque chose. Tout ce qui précède ne s'applique qu'aux proies, les PNJ ayant une base rouge pour leur pion. D'accord. C'est sympa comme règle, ça, j'aime bien. Le fait de provoquer un mouvement de panique. Ensuite, remarque, vous ne pouvez vous nourrir que des PNJ qui ont une base rouge. Ça, c'est intégré, monsieur, pas de souci. Ah bah, les PNJ en fuite. Lorsqu'il fuit, il se déplace toujours immédiatement après le tour du joueur qui a déclenché sa fuite. Il continuera à se déplacer vers la sortie de la tuile la plus près sans obstacle à chaque tour, donc il aura tendance à les éviter. Si le PNJ n'a pas de carte profil, son déplacement est de 2. Le PNJ s'est enfui avec succès lorsqu'il s'est déplacé en dehors de la tuile pendant le round. Et comment empêcher un PNJ de fuir? Un joueur peut essayer de le capturer. Pendant son tour, le personnage doit se déplacer vers un hexagone adjacent et le capturer en effectuant l'une des 3 actions suivantes pour éviter un bris de mascarade. Alors pour le capturer, utilisez la discipline domination, contrôle, brouillage mémoriel. Cela fera oublier au PNJ ce qu'il vient de voir. N'oubliez pas de mettre vos lunettes noires avant et de placer devant lui le stylo. Vous devez faire un test de la bête pour activer ce pouvoir. Faire cela ne fera pas fuir un autre PNJ, même si vous l'utilisez alors que vous êtes dans sa ligne de vue. Ok, c'est vraiment la chance de pouvoir effacer sa mémoire. En le disant, c'est pas un stylo qu'ils mettent devant, c'est une espèce de truc. Je parle des Men in Black. Pour l'empêcher de fuir, une solution efficace, on tue le témoin. Ce qui provoque -1 d'humanité quand même. -1 d'humanité. Ah oui, ça veut dire qu'on change la carte. Tuer un PNJ qui fuit fera passer l'humanité à 6. Ok. Ou alors, pour l'empêcher de fuir, on peut utiliser l'effet passif de Samuel Armstrong s'il est en jeu en tant qu'allié. Samuel Armstrong, effet passif. Il s'appelle Oubli. Lorsque rattrapé, les PNJ cessent de fuir et aucun bris de mascarade ne survient. Carrément, c'est le négociateur, lui. Remarque, un allié a un effet passif qui n'est pas disponible lorsque cet allié est joué comme un personnage. Un allié a un effet passif qui n'est pas disponible lorsqu'il est joué comme personnage. D'accord, donc dans le cas de Samuel, c'est uniquement si on joue à 3 joueurs et qu'on le prend en tant que 4e joueur allié. Mais si moi j'incarne Samuel, bah déjà je n'aurai pas cette carte-là, donc je n'aurai pas son pouvoir.
Ça veut dire que ou bien il faudra tuer le témoin, ou bien il faudra utiliser domination, contrôle, brouillage mémoriel. Ok, bon. Oh putain, je dis oh lutin parce que là il y a ouvrez l'enveloppe. Ouh là là, on y arrive. Si le joueur ne parvient pas à capturer le PNJ avant qu'il ne s'enfuit de la tuile ou que le chapitre prend fin, augmentez le marqueur brille de mascarade de 1 point. Certains dialogues ou événements, certains choix peuvent conduire à un bris de mascarade et zut! Suivez les instructions indiquées dans le livret de chapitre. Chaque fois que vous augmentez le marqueur bris de mascarade, faites ce qui suit. Ouvrez l'enveloppe 01. L'enveloppe 01. Je vous rappelle, ça on les a vus dans le déballage. Il y a de super petites enveloppes comme ça, numérotées de 1 à 5. Plus on avance dans la numérotation, plus il y a du contenu à l'intérieur. Il y a des cartes. La 5e est la plus épaisse. Hop, 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 mise au point. Voilà. Merci. Donc on ouvre l'enveloppe numéro 1. Dès qu'on atteint 1 en bris de mascarade. En 2, jouez le chapitre bris de mascarade 2. En 3, jouez le chapitre chaque fois que vous augmentez. Ah oui, 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 d'accord. Donc c'est à chaque fois qu'on augmente de 1, on ouvre l'enveloppe 1, en 2, l'enveloppe 2, 3, 4. Ok, par contre, petit point intéressant, quand on arrive au bris de mascarade numéro 4, ouvrez l'enveloppe 02, bonne chance. Ah non, je vous ai dit une bêtise. Quand on atteint 1, on ouvre l'enveloppe 1. Quand on atteint 2, on joue le chapitre Bris de Mascarade 2. Quand on atteint 3, on joue le chapitre Bris de Mascarade 3. Quand on atteint 4, on ouvre l'enveloppe 2. Bonne chance. Ok. Remarque. Les nouveaux bris de mascarade se cumulent et ne diminueront pas au cours de la campagne. Soyez prudents et restez discrets. Tout à l'heure, j'ai fait référence à un mode de jeu qui peut être rigolo en rejouabilité, c'est de bourriner. Quitte à bourriner, au premier PNJ, enfin à chaque fois qu'on rencontre un PNJ sur le terrain, on les fait fuir. On se manifeste délibérément devant eux, ce qui fait que très rapidement on va atteindre le 4 et on peut jouer comme ça toute la campagne jusqu'à ouvrir toutes les enveloppes. Ça peut être sympa. On y arrive à mes différentes rejouabilités, c'est bien. Et surtout si ça diminue jamais. Et enfin, nous avons le marqueur de round. Alors, cube de marqueur d'autorité, c'est quoi? Cube de marqueur de round. Là, on utilise visiblement un cube rouge et un cube noir. Le marqueur de round permet de suivre le nombre de rounds sollicités par un événement, un dialogue ou une investigation. Après que chaque joueur et PNJ ait joué son tour, on considère qu'un round s'est écoulé. Lorsque vous recevez des instructions, placez un cube sur le marqueur à l'endroit indiqué et déplacez le cube vers la gauche d'une unité après chaque round, sauf indication contraire. Suivez les instructions indiquées dans le livret pour chaque marqueur à suivre. Utilisez un marqueur rouge lorsque vous démarrez un marqueur de round, par exemple 4 rounds, et ça diminue vers 0. Utilisez un cube noir lorsque vous devez démarrer un marqueur d'autorité.
Ah, je croyais qu'il fallait utiliser les deux, puis au bout d'un moment, ils allaient se rencontrer, mais pas du tout. Si c'est des rounds, c'est rouge, et si on a un événement, quelque chose qui est lié à l'autorité, c'est le marqueur noir. Bon, ça c'est symbolique, hein. Plusieurs éléments peuvent être traqués simultanément, soyez prudent. Et n'oubliez pas de déplacer les cubes sur le marqueur après chaque tour ou lorsque vous y êtes invité. Ah d'accord, donc on pourrait vraiment avoir 8 rounds et 8 marqueurs d'autorité. Une valeur de 5 avec l'autorité. C'est ce que j'en comprends. Et enfin, on arrive aux autres marqueurs. Alors, toi, tu es là. J'étais surpris de voir un sablier. Dans certaines situations, les joueurs devront utiliser le sablier pour prendre rapidement une décision. Retournez le chronomètre et choisissez l'option dans le temps imparti. Si vous ne vous décidez pas avant que tout le sable ait atteint le fond, tous les joueurs concernés prendront la carte effet indécis, numéro 62. Qu'est-ce qu'elle a cette carte? Pourquoi elle nous embête? Numéro 62, indécis. Ah ouais, ok, c'est une carte qui concerne la coterie. L'immortalité ne vous dispense pas de l'immédiateté du présent. Nanana, 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 nanana. Ok. C'était juste pour moi. Vous pensiez pas que j'allais vous donner tous les tenants et les aboutissants de la carte 62. Ok. Donc le sablier qui doit faire une minute a priori, quelque chose comme ça. On a aussi... Ah oui, cette piste-là. Marqueur d'initiative. Ça peut valoir le coup de tout mettre comme ça pour une question de place, hein, je veux dire. Ou alors il y a un joueur qui gère ça, cette plaque-là. Un joueur qui gère aussi l'initiative. Oui, répartition des rôles, c'est pas mal. Donc, Piup Piup, marqueur d'initiative, aidera les joueurs à savoir qui joue en premier lors d'une séquence de combat. Donc, à placer à côté de la tuile chapitre. Placez les jetons d'initiative de votre personnage sur le côté gauche. Et oui, et oui, et oui, et oui, on a tout ça en jetons d'initiative. Donc, on en a qui correspondent aux personnages joueurs. Lorsque le combat commence, assurez-vous de placer également les jetons alliés ou PNJ sur le côté gauche. Ouais, parce que je peux avoir un allié Ghoul. Et on peut dire que Gabe et Thomas, pas que Samuel, commencent avec une initiative de 1. Contrairement aux personnages, les jetons d'initiative des PNJ ne sont pas uniques. Il s'agit de jetons numérotés de 1 à 8. Ah. Ok, 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 ok. Donc on a une piste qui va être composée comme ça en fait. D'accord. Chacun de ces jetons est fourni par paire du même numéro. Au début du combat, placez un jeton de la paire sur la carte du profil de PNJ et l'autre sur la piste. Ah oui, c'est pour se rappeler que numéro 1, c'est lui, numéro 2, gna ok. Ensuite, pendant le combat, utilisez le jeton sur la carte profil de PNJ pour identifier son jeton sur la piste d'initiative. Vous décidez quelle paire de jetons reçoit un PNJ. Ok. L'initiative des personnages et des PNJ peut varier pendant le combat. Si un PNJ et un personnage ont tous deux la même initiative, le personnage du joueur passe toujours en premier.
Les alliés comptent comme des joueurs pour départager les égalités d'initiative. Si deux joueurs ont la même initiative, c'est à eux de choisir. Si deux PNJ ont la même initiative, le PNJ ayant la valeur d'attaque la plus élevée passe en premier. S'il y a encore une égalité, c'est le PNJ ayant la valeur de résistance la plus élevée. Si l'égalité persiste, les joueurs décident quel PNJ passe en premier. En fait, je pense que autant décider pour une question de fluidité, d'éviter de trop casser, de regarder, de comparer, autant que les joueurs choisissent et puis basta, quoi. Je pense pas que ça fasse une grosse différence pendant le jeu. Mais ça, chacun fera bien comme il le souhaite. Oh! Alors, là on a fini en fait tout ce qui... Quelle heure il est? Ça fait 1h35. On a fini tout ce qui concerne la découverte en soi de tout le matériel. Les cartes, les jetons, tout. On a tout balayé. Il reste rien. Et après, ensuite, on va passer au déroulement du jeu. Donc là, on a déjà vu quand même pas mal de types de mécaniques, hein, de gameplay. Mais là, ça va vraiment être les règles en soi. Avec, bah oui, les phases. Les différentes séquences du jeu. Est-ce qu'elles sont reprises, je suppose, hein? Séquence principale, ok. Dialogue, investigation, événement. Séquence de combat. Volonté, soif, test de compétences. Bon, ça a l'air un petit mémo bien foutu quand même. Donc la prochaine fois, on verra les tests de compétences plus en détail, les états, la séquence principale, séquence de dialogue, séquence d'investigation, séquence de combat, exemple de mise en place d'un chapitre, exemple de déroulement d'un chapitre, avec carrément dialogue en détail, investigation en détail. Bon, c'est bien foutu quand même, hein. Combat en détail, ok. Alors, les combats dans ces jeux-là, c'est toujours ce qui prend le plus de temps et ce sur quoi il faut être le plus vigilant. Les boss, les alliés, invocations. Ah, le mode furtif, ça va être cool. Ok, glossaire. Bon, ça veut dire que, mine de rien, nous sommes à la page 34 sur, je vous le rappelle, 56, 55, oui 55 puisque ça s'arrête au glossaire. Il y a encore pas mal de boulot, hein, pour le travailler. Donc on est vraiment dans du jeu expert, hein, clairement. Donc tout ça pour dire qu'il faudra très certainement encore 3 vidéos pour arriver à la fin de la découverte complète du livret de règles. C'est pas mal du tout. Je reste sur mon premier espoir qui est de dire que Chapters, quand même, a de quoi être très intéressant. Moi, déjà, ce qui me plaît, c'est que c'est pas une usine à gaz. On verra pour les combats, hein. Et on verra surtout s'il y a moyen de se faire des règles maison si vraiment c'est lourd à ce point. Le meilleur exemple que j'ai avec ça, c'est malheureusement avec Tented Grail. Tented Grail, la façon dont ils ont géré avec les cartes, à la fois les dialogues, enfin les phases de rencontre ou les phases de combat, c'est lourd. C'est super lourd et je n'ai pas réussi à biaiser ça. Sauf par le fait de dire au lieu de piocher, je sais plus, 3 cartes par exemple, on en pioche une de plus ou deux de plus. Enfin, j'ai biaisé, enfin je relise mon mémo, mais c'était pas complètement satisfaisant. Donc là, j'espère que ça va être bien goupillé. Bon, on arrête, hein. On arrête, je vous lâche, on se voit le plus vite possible puisque la semaine n'est pas finie. Je devrais pouvoir encore faire 2 vidéos cette semaine, donc on va bien avancer.
Ça va me permettre de finir aussi les héros. Il en reste 3, j'ai dit, à peindre. Sortir des socles transparents pour les fameux jetons à placer plutôt comme ça que à plat. Les sleeves, on oublie, hein, je vous avais dit que malheureusement sur les petits formats de cartes comme ça, autant en largeur ça passe, mais ça dépasse d'un bon demi-centimètre, ça fait dégueulasse. Et je crois pas qu'il y ait de format de sleeve qui soit adapté à ça. Pas se renseigner, mais pas sûr. Et puis pour finir avec ça, bah non, ça va être tout hein, en préparation. Et ben alors vous savez quoi? Je vous salue bien bas, bande de vampires, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!